Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième série de vidéos, cette fois-ci sur la Renaissance. Donc les deux premières vidéos, on avait traité de la culture générale et de deux trois éléments de l'Antiquité et de la rhétorique. Et aujourd'hui, on saute 1000 ans, bien plus de 1000 ans, puisqu'on arrive directement à la Renaissance et nous allons parler de l'État moderne. Comment l'État moderne s'est formé et comment il a été surtout pensé, comment il doit être organisé. Donc toujours deux vidéos de 20-25 minutes chacune pour essayer de faire un grand panorama des idées politiques sur cette période. Si on était en histoire des idées politiques, on pourrait tout un semestre sur les quatre auteurs qu'on va voir aujourd'hui. Si on était en histoire, on pourrait également faire tout un semestre sur la Renaissance elle-même, simplement dans un des pays. Mais bon, ce n'est pas le cas. Et si on était en philosophie, on pourrait faire tout un semestre sur Hobbes, tout un semestre sur Bodin, ce serait évidemment possible aussi. Mais on est en culture générale, et en culture générale, on est là uniquement pour voir les contours de ces objets et essayer de vous donner envie d'aller creuser ces objets par vous-même. Donc voilà, ma mission impossible, c'est parler de la Renaissance et de la notion d'État et de comment elle se construit en simplement 4 auteurs et en 2 fois 25 minutes. C'est parti. Alors, d'abord, évidemment, la Renaissance est une période de grandes découvertes, de grands bouleversements sociaux, techniques et autres. Et on va garder seulement deux faits. D'abord, l'invention de l'imprimerie au milieu du XVe siècle et la découverte des Amériques par Christophe Colomb à la fin du XVe siècle. J'aurais aussi pu prendre la chute de Constantinople, mais ça ne m'a pas paru tout à fait aussi important que les deux autres, tout de suite. La fin du Moyen Âge. Alors, les contemporains de la Renaissance inventent le terme de Renaissance et le coin, comme on dit aujourd'hui, ils l'organisent pour marquer ce passage du temps qui s'est déroulé. Et selon eux, il y a tellement d'avancées qui ont lieu dans leur période qu'il faut historiquement marquer le coup. Et ça a eu deux conséquences. Tout d'abord, on a créé cette espèce de catégorie du Moyen Âge dans laquelle on a mis énormément de périodes historiques très différentes, puisque de 476 à 1492, c'est un peu plus de 1000 ans. Et aujourd'hui, les historiens à la fois remettent en question la rupture de la chute de l'Empire romain d'Occident, ça aurait été quelque chose de beaucoup plus progressif, mais également la rupture entre le Moyen Âge, la haut Moyen Âge, la fin du Moyen Âge et la Renaissance. Alors, c'est un petit peu du marketing que les hommes de la Renaissance ont fait, et ça a très bien marché. Mais dans les faits, si on regarde un peu plus précisément, il y a eu trois Renaissances. Une première au 9e siècle, une seconde au 12e siècle, et celle-ci qui arrive au 16e, 15e, 16e siècle, qui est la troisième Renaissance en fait. Et si on considère uniquement cette troisième comme la seule Renaissance qui a eu lieu, eh bien on jette un peu dans l'ombre les deux premières, une durant Charlemagne, une autre au 12e siècle, qui ont été des grands moments en fait de redécouverte du latin, des grands moments de motivation collective et individuelle pour redonner un niveau intellectuel de recherche sur les textes en deçà desquels on ne retombe pas. Et donc, petite pensée pour ces deux premières renaissances et pour ce Moyen Âge qui n'a rien de moyen et qui est extrêmement riche. Mais je n'ai pas le temps d'en parler, on saute tout de suite sur la séance d'aujourd'hui. Alors, il y a un véritable bond en avant européen sur les plans techniques, scientifiques, littéraires, philosophiques, juridiques, mais également dans les techniques d'enseignement. Coucou les écoles et les formations qui sont faites, notamment les jésuites, qui vont réactualiser la dialogue et les techniques d'enseignement de la rhétorique, en fait. Et toute la bourgeoisie, moyenne bourgeoisie européenne, va commencer à envoyer ses fils chez les jésuites pour avoir une capacité, une connaissance en rhétorique et en manipulation des symboles très avancée, ce qu'ils auront lieu. Et jusqu'à nos jours, les jésuites sont réputés pour d'être des enseignants de qualité. Donc, sur cette troisième renaissance maintenant, donc on appelle la Renaissance, c'est aussi le moment de ce qu'on appelle la première mondialisation moderne, avec tout de suite, dès la découverte des Amériques par Christophe Colomb, le projet colonial. Le projet colonial en Amérique du Sud, en Amérique centrale, et le commerce triangulaire d'esclaves avec l'Afrique se met en place durant cette période et est appelé à modeler une partie de l'humanité pendant les siècles à venir. Le projet colonialiste, il est directement lié au projet de la découverte. On a les lettres de Christophe Colomb envoie au roi d'Espagne, et dans ses premières lettres, il explique à quel point les Amérindiens qui découvrent sont naïfs et vont pouvoir être manipulés et réduits en esclavage facilement.
Je vous conseille la lecture de Howard Zinn sur ces questions, qui écrit une histoire populaire des États-Unis. Fin de la parenthèse. Z-I-N-N. Le XVIe siècle, c'est également le moment du protestantisme. La découverte de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1453 et des poussières va permettre une diffusion de la Bible et va permettre en fait de comprendre qu'il y a une différence entre ce que raconte le Vatican et ce qui est écrit dans les textes. Et cette différence va être soulignée par l'humanisme. L'humanisme, on va en parler durant cette séance avec Erasme, qui justement est un appel à la relecture des textes, est à la relecture des textes antiques, latins et grecs, et maintenant qu'on a un bon niveau de latin, on peut tout à fait lire sans problème les auteurs latins, mais également la Bible pour se faire sa propre opinion et savoir ce qu'il faut penser de l'actualité de l'Église catholique, qui à ce moment-là eh bien, vend ce qu'on appelle des indulgences, c'est-à-dire qu'en gros on peut acheter le paradis si vous avez suffisamment d'argent, et on vous excuse vos péchés, et c'est ce qui va faire éclater la dispute avec ce qu'on va appeler les protestants très rapidement. Et ce protestantisme va entraîner avec les catholiques des guerres de religion terribles, qui vont marquer à la fois la France, la Flandre, les Pays-Bas actuels, mais également l'Allemagne et l'Angleterre. Et ces guerres de religion vont provoquer des grandes instabilités institutionnelles et des révolutions, notamment en Angleterre, tout d'abord. Et donc, on se pose collectivement des nouvelles questions. Comment gouverner des millions de foyers réunis dans des États gigantesques qu'on n'avait pas avant dans l'histoire de l'humanité. Il faut réinventer la politique, il faut réinventer le regard qu'on porte sur les institutions, puisque ce n'est pas évident de devoir gouverner des personnes qui ont des langues différentes ou des religions différentes maintenant, et même des religions qui se nient les unes les autres. Donc le plan de cette séance, il est très simple. On va d'abord, dans cette première vidéo, travailler les questions de raison d'État et d'humanisme. Et on va voir ensemble deux auteurs, Machiavel et Erasme. Alors j'attire votre attention sur le fait que j'ai oublié de remettre un accent sur État dans le grand 1, mais on l'utilise bien avec un accent et une majuscule. L'État avec une majuscule, ce n'est pas l'État avec une minuscule. Donc, surtout ne faites pas la faute. L'État, ce sont les institutions, c'est l'État-nation. L'État avec une minuscule, c'est l'État liquide, l'État gazeux. Bien. Donc un avant pour ce grand 1, on fera le grand 2 ensuite avec souveraineté et contrat social avec Jean Bodin et Thomas Hobbes. Donc ces quatre auteurs, Machiavel, Erasme, Bodin et Hobbes, sont quatre incontournables sur la Renaissance, selon moi. On aurait pu en mettre d'autres, on aurait pu aller chercher d'autres auteurs, bien évidemment, mais je n'ai que 2 fois 25 minutes. Alors on y va. D'abord la raison d'État et la question qui est derrière le travail de Machiavel en partie est celui du dépassement de la morale ordinaire, la morale chrétienne de l'époque. Donc en gros, fais du bien à ton voisin tant l'autre joue. Et pour Machiavel, eh bien, ça ne fonctionne pas pour les princes. Les princes sont d'un autre tissu, d'une autre qualité. Ils doivent diriger l'État. Et donc les princes, selon Machiavel, doivent savoir sortir de la morale ordinaire, de la religion ordinaire. Alors le contexte de Machiavel, Nicolas Machiavel est un homme politique, est un diplomate à Florence, une des villes les plus riches d'Italie alors, une des plus puissantes. Et à cette époque, les villes italiennes s'affrontent les unes des autres assez souvent. Souvent, eh bien, il y a des remplacements assez violents euh, de dirigeants, et Machiavel est alors une cheville ouvrière de la République de Florence, République de Florence, qui, pour aller très vite, va tomber dans les mains des Médicis. Les Médicis vont rejeter les anciens hommes d'État de Florence, notamment Machiavel. Il va être exilé, il a subi l'emprisonnement, il a subi aussi la torture, et c'est dans ce contexte-là qu'il va écrire Le Prince. Alors, quand il écrit Le Prince, il a l'objectif, c'est d'en faire une carte de visite, en fait, pour revenir auprès des Médicis et revenir dans la course. On ne sait même pas si ce texte a été lu par les Médicis. Il a été ensuite publié plus largement, mais après la mort de Machiavel, notamment son deuxième livre également, Le Discours sur la première décade de Tite-Live, qui est un texte beaucoup plus sulfureux, où on va voir qu'il va défendre le régime mixte, et on va voir ce que c'est le régime mixte. Alors Machiavel, vous le connaissez peut-être par l'expression être machiavélique. Donc Machiavel a été tellement détesté par ses auteurs de l'époque qu'ils ont inventé un mot pour le décrire, et qu'encore aujourd'hui, quelqu'un qui est machiavélique, c'est quelqu'un qui est manipulateur et qui veut vous faire du mal. Donc
les académiques, lorsqu'ils essaient de travailler sur cet auteur, ont dû inventer un nouveau terme pour ne pas justement avoir cet aspect péjoratif, et on dit machiavélien, ou une idée machiavélienne, pour ne pas dire machiavélique. Ok. Donc que veut Machiavel? Il veut la survie de l'État, ça c'est son objectif prioritaire, puisque à son époque, lorsqu'on voit qu'un État disparaît, ou bien qu'il est transformé du fond en comble, et que ses institutions sont par exemple transformées de république à monarchie ou république à oligarchie, ça se passe très très mal. Donc il a une forme de réalisme amoral, on pourrait dire, Machiavel. Il faut juger les actions non selon ce que les gens disent, ce que les princes disent, mais selon l'efficacité qu'ils ont à conserver l'État. Et donc la fonction de l'homme d'État, une expression très française, puisqu'on ne la trouve pas telle qu'elle dans d'autres langues, c'est cet homme qui va, ou cette femme d'ailleurs, qui va réussir à chercher l'intérêt de la population, l'intérêt de l'État, et le mettre cet intérêt au-dessus de son intérêt propre ou au-dessus des intérêts individuels. C'est exactement ça que cherche à définir Machiavel. Alors Machiavel a deux concepts qu'il utilise beaucoup, c'est la virtu et la fortuna. La vertu, c'est la capacité du prince à agir avec vigueur et ruse et des résolutions. Pourquoi il a besoin de tout ça? Pour dompter la fortuna, la fortune, le hasard ou le destin. Un terme un peu difficile à décrire, mais c'est un petit peu... on n'a pas de recette magique pour bien gouverner, donc il faut un peu sentir les choses, et donc on a besoin quand même de qualités certaines pour réussir à sentir ces choses et dompter la fortuna qu'il donne sur des traits d'une femme qu'il faut séduire. Et dans le texte de Machiavel, il y a un passage où il dit qu'il faut parfois utiliser le masque du lion, celui de la férocité, celui d'être cruel, ou alors le masque du singe. Donc ces deux masques, le singe c'est pour séduire, c'est pour plaire, donc soit on essaie de plaire, soit on essaie d'être craint. Et donc il faut jouer des deux masques. Il ne faut pas être gentil tout le temps, en fait, il faut parfois être cruel. Et petite anecdote, l'emblème de Sciences Po Paris, c'est justement le singe et le lion, en référence à ce passage de Machiavel. Alors chez Machiavel, il y a l'idée que la République romaine a servi de modèle de stabilité, et doit servir de modèle de stabilité, puisque dans la République romaine, c'est ce qu'on appelle un régime mixte, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait une démocratie, ni une aristocratie, ni une monarchie, mais une fusion des trois. Et dans la République romaine, on va trouver les comices, qui sont des assemblées, assemblées du prolétariat, enfin pardon, du vulgus pepulum, pas des patriciens, mais le mot m'échappe. Bon, on va retrouver. Bref, il y a le comice des personnes qui sont moins fortunées, il y a les comices des fortunés, ce sont les patriciens, voilà, la comice des moins fortunés, c'est les plébéiens, la comice des folles fortunés, c'est les patriciens, et la comice des militaires. Considérer que les militaires avaient un rôle sociopolitique tellement fort qu'il fallait leur donner leur propre assemblée. Et donc ces trois assemblées se donnent des lois, et chacune de ces assemblées va participer à la caractère démocratique de la République romaine. On a l'aristocratie avec le Sénat, le fameux Sénat très puissant, avec toutes les familles les plus riches. On pouvait accéder au Sénat qu'en étant extrêmement riche. Et puis enfin, on a l'aspect monarchique avec les tribuns. Donc on avait un tribun de la plèbe et un tribun des patriciens, et chacun devait gouverner un peu ensemble, et ne pouvait se mettre un veto l'un à l'autre. Et en cas de guerre, on pouvait avoir un dictateur. C'était pas négatif au moment de la République romaine, c'était simplement un des tribuns qui devient le chef de l'exécutif unitaire et qui va mener la guerre au nom de la République romaine. Bien. Donc pour Machiavel, c'est ça le vrai modèle, le bon modèle. On a une République romaine qui a quand même duré un peu plus de 7 siècles, qui est imbattable en termes de longévité des régimes en Europe. Il y a aussi un peu de pessimisme, on va voir chez Machiavel, deux citations. Le prince doit se faire un renom de piété, de fidélité, d'humanité, d'intégrité et de religion. Le plus important toutefois est de posséder ces qualités et d'avoir toujours une âme disposée à prendre la voie contraire si cela est nécessaire à l'État. Donc là, le mot important, c'est le renom. Il faut être connu pour être pieux, fidèle et humain, mais pas forcément l'être tout le temps. Parce que parfois l'État, eh bien, il a besoin d'un homme d'État qui va être cruel, qui va faire souffrir l'innocent, mais le plus de personnes vont pouvoir en tirer bénéfice. Deuxième conseil, celui qui veut fonder un État, lui donner des lois, doit présupposer que tous les hommes sont méchants et qu'ils mettront toujours leur vice en œuvre toutes les fois qu'ils en auront la libre occasion.
Donc là, Machiavel, il va à l'encontre d'un précepte de la morale chrétienne qui est exactement l'inverse, puisque dans la morale chrétienne, les humains sont certes commettent le péché, mais ils sont bons par nature à l'image du divin. Là, Machiavel, homme qui a vécu par la diplomatie, a vu beaucoup justement on va dire de comportements humains qui ne sont pas forcément très positifs, et il a un regard beaucoup plus dur sur la façon dont les individus fonctionnent. En gros, s'il n'y a pas des lois et un État fort pour les faire appliquer, eh bien, les individus vont toujours agir de façon négative, méchante. Ils vont toujours chercher à faire travailler leur vice plutôt que leur vertu. Donc, on part d'un principe, on part d'une idée de l'humanité immorale, et c'est pour ça qu'on a besoin des lois, et c'est pour ça qu'on a besoin de l'État pour les protéger d'eux-mêmes, si vous voulez, protéger les humains d'eux-mêmes. Donc voilà pour Machiavel, il y en aura énormément de choses à dire sur lui, mais on va s'arrêter là. Donc on garde cette notion de raison d'État, c'est-à-dire une raison pas forcément morale, mais qui va être jugée meilleure que les autres et qui va protéger l'État. Encore aujourd'hui, dans certaines affaires ou certaines phases historiques en France, notamment, on va invoquer la raison d'État pour empêcher les juges d'aller chercher quelques informations. Par exemple, la guerre d'Algérie a été un moment d'invocation de raison d'État, notamment du fait de la torture de civils par l'armée régulière française. Et donc, pour protéger la vie de ces militaires qui ont obéi aux ordres, on a invoqué la raison d'État très souvent. Et ça ne fait que quelques années qu'on fait sauter maintenant ces raisons d'État pour permettre aux historiens de faire leur travail. Maintenant, on va parler d'Erasme. Erasme est un Hollandais qui va participer et à partie lancer ce qu'on appelle l'humanisme. Et Erasme, eh bien, c'est quelqu'un qui va conseiller de toujours revenir au texte de la Bible pour comprendre les évangiles, revenir au texte gréco-latin pour véritablement faire de la philosophie et comprendre de quoi on parle, et ne pas simplement accepter ce qu'on en dit. Et il met l'homme au centre de ce qu'on va appeler un véritable mouvement intellectuel de travail sur soi. La dignité et le potentiel d'amélioration de l'humain sont au centre de la philosophie d'Erasme. Alors on peut les critiquer en disant que c'est de l'anthropocentrisme, quand on met l'homme au milieu de tout et qu'on juge tout par l'homme, c'est exactement ce que fait Erasme, et de l'européanocentrisme, c'est-à-dire que les valeurs et la société européenne sont pris comme des modèles absolus et ne sont absolument pas jugés par rapport aux autres modèles, mais c'est plutôt ce modèle-là qui doit s'imposer aux autres modèles de société. Donc tout cela, Erasme va le tirer de sa redécouverte des textes antiques, Platon, Aristote, Cicéron notamment. Mais attention, l'humanisme, ce ne sont pas les Lumières, période qu'on verra dans la troisième séance. L'humanisme est assez élitiste en fait. Il ne pense pas que la multitude, il ne pense pas que le peuple sera jamais formé ou formable. Non, il faut se concentrer sur les princes, parce que les princes, ensuite, gouvernent les États, et donc c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus direct de transformer les mentalités des princes pour transformer les sociétés. Alors, deux textes d'Erasme, surtout l'éloge de la folie et les plaidoyers pour la paix. Donc, éduquer les princes. D'abord, on est dans une célébration de la raison et du libre arbitre. Alors la raison, on est plutôt sur une inspiration gréco-latine, et les textes et les philosophes gréco-latins insistent beaucoup sur la rationalité, pas dans ce terme-là, mais plutôt dans la force de la pensée humaine et dans sa capacité de clarté. Et le libre arbitre, là c'est bien sûr le bagage chrétien, puisque le libre arbitre est dans la pensée chrétienne un don divin, et explique le péché. Si vous n'avez pas le libre arbitre, vous n'avez pas le péché. Et là où le péché était dans la philosophie morale du Moyen Âge le centre de tout, eh bien Erasme fait un mouvement, il se déplace un petit peu, on laisse le péché de côté et on s'occupe surtout de la raison et du libre arbitre. Et ça, c'est une transformation importante. L'idéal de paix, là aussi c'est une transformation importante. Erasme va critiquer la guerre en tant que telle. Toute guerre, en fait, serait une manifestation de la sottise et de l'orgueil. Et ça, c'est extrêmement nouveau. C'est un pacifisme qui est nouveau. Et la guerre est considérée comme un vice. Ça aussi, c'est un retournement de la pensée médiévale, puisque dans l'ordre médiéval, au contraire, la guerre est un moment où on peut se dépasser, où le guerrier va montrer qu'il est preux, va montrer qu'il est pas seulement une machine à tuer, mais qu'il respecte des normes. Et le comportement vertueux est permis en fait par la guerre.
l'idéal chevalier. Il n'y a pas de chevalier sans guerre, si vous voulez. L'idéal moral du Moyen-Âge et de toute la période médiévale, c'est le chevalier. Donc là, on a un retournement moral absolu. C'est ce qu'on appelait aussi une citoyenneté morale. Chez Erasme, le prince doit être éduqué selon les idéaux humanismes pour gouverner avec sagesse, et ainsi être au service de tous, au service du bien commun et de la paix. Donc on a une véritable volonté de transformation de la société, et cette volonté de transformation de la société s'appuie sur la lecture de textes classiques et la volonté de rendre la paix totale. Et effectivement, pas seulement Erasme, mais d'autres intellectuels ont pensé que par exemple Charles V, qui était en train de réaliser de grandes avancées en termes d'acquisition par mariage et héritage d'énormément de biens et d'États en Europe, notamment l'Espagne, la Flandre, une partie de l'Italie, on pensait que Charles V allait devenir le maître universel de l'Europe et réussir à faire la paix universelle. Et il y a véritablement au XVIe siècle l'idée qu'on va aboutir à une paix universelle si on y a une conquête universelle du globe. Parce qu'on est en train de se rendre compte qu'effectivement c'est un globe, même si les anciens le savaient déjà. Donc cette volonté de paix, on a l'impression qu'on va la toucher, on va y arriver, on va y arriver. Et puis Charles V n'y arrive pas, Henri VIII essaye, n'y arrive pas non plus, donc on a une déception assez forte des humanistes. Mais autour d'Erasme, on a aussi une autre déception, c'est qu'Erasme va rester catholique, il ne va pas participer à la protestantisme, il refuse de devenir protestant, mais toutes les personnes autour d'Erasme, tous ceux qui travaillent avec lui, deviennent protestants. Et en fait ne comprennent pas pourquoi Erasme lui-même ne fait pas le saut et devient protestant. Parce que dans le protestantisme, on a aussi un retour au texte, et aussi un retour au texte direct de la Bible. Et donc, il considère, les amis d'Erasme, que la logique voudrait qu'une fois on apprécie le travail d'Erasme, eh bien, on va devenir protestant et lutter pour transformer la société. Puisque dans le protestantisme aussi, on a cette volonté-là. Deux citations d'Erasme. D'abord sur son pacifisme. L'anglais est l'ennemi du français uniquement parce qu'il est français. L'allemand est un couteau tiré avec le français. L'espagnol avec l'un et l'autre. Quelle dépravation. Donc là, on a une critique déjà de ce qu'on va appeler plus tard le nationalisme, même si c'est on ne peut pas parler de nationalisme au XVIe siècle, c'est beaucoup plus tard, c'est plutôt au XVIIIe siècle, XVIII et surtout XIXe siècle. C'est anachronique de parler de nationalisme, et pourtant on pourrait voir cette citation d'Erasme comme un refus de toute fierté ou de toute identité nationale qui entraînerait un affrontement avec les autres identités nationales. Quelque chose qu'on va retrouver par la suite. Ensuite, deuxième citation, la nature enseigne la paix et l'amitié, les rois inventent la guerre et la discorde. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez Rousseau aussi, l'idée que naturellement les humains sont faits pour la paix et la concorde, et que c'est la société qui vient les pervertir. Là, on a la responsabilité des rois, la responsabilité des gouvernements dans les affrontements. Donc il faut transformer la mentalité des rois si on veut transformer la société. Bien, j'ai fini cette première vidéo et je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour la seconde vidéo.